Alors, je te réponds très simplement. Céline, imagine, je te pose une question, alors à mon tour de te poser une question, puis tu vas me répondre. Hein. À ton avis, si tu te poses la question comme ça, spontanément, dans l'espace-temps, il y a combien de dimensions? Oh, c'est facile. C'est facile. Oh là. Je dis pas, je sais. Hein, non, montre pas. En même temps, il y a... Combien, Céline? Céline, combien? Je dirais 3, mais a priori, avec les trous noirs... Attends, tu as dit 3. Alors, vas-y, énumère déjà les 3. La longueur, oui, la largeur, oui, la hauteur. Bah écoute, c'est génial. T'es presque aussi génial qu'Einstein. Bon, là, t'as pété un plomb. Attends, laisse tomber, calme-toi. Attends, tu les connais pas, eux, hein. Non, il en a rajouté une 4e. Alors, il y en a une 4e quand même. Bon, parce qu'il y a 4 dimensions dans l'espace-temps. La 4e, intuitivement, c'est quoi? Profondeur. C'est pas la lumière ou... Non, une vraie dimension, pas... Écoute, je te donne la réponse. On t'a dit longueur, largeur, hauteur. Longueur, largeur, hauteur. Maintenant, il y a une 4e dimension dans laquelle tu te déplaces. C'est laquelle? L'espace. Non, l'espace, tu viens de me dire. Goudron. Tu viens de me dire. Non, voilà. Tu te déplaces. Je te mets sur la voie. Tu te déplaces, mais tu peux pas revenir en arrière. Tu vas uniquement dans le futur. C'est quoi? C'est le temps. Oui, Céline, génial. Bravo. Mais alors, tu as 4 dimensions. Donc, tu as 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. Et ben, c'est ça qu'on appelle l'espace-temps, tu vois? D'accord. Voilà, tu as tout compris. Bah voilà, Céline, on y est arrivé, hein. Donc dimanche, t'oublies pas, hein, tu prends un drap, tu dis à ton mec, on va se taper un trou noir, tu vas avec une boule de pétanque, tu vas à Boulogne derrière, quand t'es à Rodez, tu lui dis, vas-y, tu tends le truc, discute pas, t'arrives, tu lances la boule, voilà, c'est un trou noir. Ben voilà, alors dans ton espace-temps maintenant, avec tes 4 dimensions, et ben, le trou noir, ça déforme en fait ces 4 dimensions. Mais est-ce que c'est un vide le trou noir ça crée une déformation de l'espace. C'est-à-dire toute la géométrie de l'espace-temps, c'est-à-dire les 4 dimensions sont déformées. C'est-à-dire que tu déformes en même temps l'espace, c'est-à-dire que l'espace devient sous l'horizon du trou noir, ce qu'on appelle l'horizon du trou noir, devient infiniment élastique, c'est-à-dire qu'on tombe dans une sorte de, on va dire d'extrémité de cône, puisqu'on parlait d'un cône tout à l'heure qui, à sa pointe, a une singularité. C'est comme si tu tombais en fait dans un tourbillon, un cône dont la pointe s'en va vers l'infini. C'est comme si tu ne trouverais jamais la pointe, parce qu'en réalité, tu ne tomberas jamais dans le fond du trou noir. Mais le trou noir, c'est comme une sorte de tourbillon qui s'en va à l'infini, et on ne trouvera jamais le point singulier qui représente le sommet du cône. Pourtant, il existe, mais il existe dans une géométrie qui n'est pas évidemment celle de l'espace-temps ordinaire. D'accord. Voilà. Là, t'as de nouveau embrouillé le truc. Tu peux pas faire un truc genre camping ou... Non, ça y est, c'est bon. Hein, imagine, il y a une caravane, d'accord? Bon voilà Céline, je pense qu'on a bien répondu. C'est vrai que ça nous a quand même bien aidé, quoi. Hein. On est parti de non très technique pour finir avec une boule de pétanque. Je trouve que c'est plutôt bon esprit. C'est pas mal. Céline, bonne année. Tu fais quoi pour l'an 2000 comme ça, par curiosité? Moi, j'espère que je vais travailler. Eh ben, tu espères que tu vas travailler pour te faire de l'argent. Ouais. Voilà, très bien. Écoute, on t'embrasse très fort. Ciao. Bisous Céline. Bye. Igor et Grishka ou les frères Bogdanov sont là ce soir pour répondre à toutes vos questions. Antoine est avec nous, 19 ans de Roissy, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Bon, ils sont là. Bonsoir. Bonsoir Max, bonsoir Igor, bonsoir... Bonsoir Antoine. Ok. Alors, vas-y. On t'écoute Antoine. En fait, je voulais savoir, il y a quelques années, enfin à mon avis ça fait plusieurs millions d'années que ça se passe. En fait, il y a des ovnis... Rapproche bien de ton combiné Antoine, reste bien devant ton combiné Antoine, proche de ton combiné s'il te plaît. Ouais, bon, c'est combiner les vieux. Ah d'accord, ouais. En fait, il y a des ovnis qui sont posés en Amérique. On n'a jamais su si c'était vrai ou pas. Et je voudrais savoir si c'est possible. Tu parles de quoi? De l'affaire Roswell entre autres, là l'histoire du fameux hangar secret, voilà, des choses comme ça? Voilà. Alors, c'est vrai que vous y connaissez un petit peu. Alors maintenant, je sais pas si c'est les petits hommes verts, vous êtes spécialistes ou des petits hommes gris. Mais en tout cas, on va profiter de ta question également pour leur poser des questions sur y a-t-il eu une vie ou y a-t-il une vie où peut-on dire qu'aujourd'hui on est les seuls ou pas? Alors, comment ça se passe? Ça se passe bien? Ça se passe pas mal. Tant mieux, super, moi aussi, tranquille. Ça se passe vraiment bien. Super. Non, mais enfin, bon... D'abord, pour répondre à sa question, alors d'abord, existe-t-il vraiment des hangars, des choses secrètes, des choses qu'on veut cacher? Peut-être pas savoir, mais peut-être dans le secret des dieux écoute, on a parlé très récemment, d'ailleurs, on a eu une conversation très passionnante avec le patron du CEPRA. Alors le CEPRA, qu'est-ce que c'est? C'est le Centre d'études des phénomènes de retombées atmosphériques. Pas la SPA. En fait, CEPRA. CEPRA. Et le CEPRA, qui est donc un organisme officiel que d'autres pays nous envient parce que, contrairement à l'Amérique, contrairement à d'autres pays qui se sont intéressés aux phénomènes ovni, ils ne se sont pas dotés d'une antenne officielle. Le CEPRA, c'est une antenne officielle du CNES, c'est-à-dire le Centre d'études national d'études spatiales. Et il a pour objet d'étudier le phénomène ovni.
Nous avons donc eu une conversation il y a quelques semaines avec le patron du CEPRA qui nous a répondu écoutez, je suis hors caméra, donc je peux vous dire ce que je ne dirais jamais si j'étais face à une caméra, à savoir que pour moi, le phénomène Roswell est un phénomène dont l'existence est absolument certaine. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu une série de manipulations qui ont eu pour objet de dissimuler la vérité. Oui. De la déformer en tout cas. Pour finir dire que c'est une supercherie, point final, pour qu'on oublie qu'il puisse y avoir vraiment quelque chose. Exactement. Et en fait... Donc la cassette que j'ai, c'est... La cassette que tu as. J'aurais dû inviter Pradel aussi, merde. Donc le phénomène Roswell est un phénomène qui n'a pas fini, je crois, de faire parler de lui. Et en tout cas, les interprétations qu'on en fait, même au niveau le plus scientifique, sont des interprétations positives. C'est-à-dire qu'on ne rejette pas en bloc la possibilité qu'il se soit réellement passé quelque chose et que ces, entre guillemets, corps qu'on a pu recueillir à la suite d'un accident soient peut-être venus d'ailleurs. Ouais. Roswell n'est que le cas le plus spectaculaire et celui dont on discute le plus. Qui a été très médiatisé, Qui était parce que très discuté. Ouais. Mais au fond, il fait partie de ces milliers de cas dont on parle peut-être moins, mais qui sont très importants et qui documentent de manière quasiment certaine ce qu'on appelle le phénomène OVNI. Hein. En fait, ce que disait Jean-Jacques Velasco, donc qui est le chef du CEPRA, c'est que lorsqu'il est entré au centre d'études spatiales, et donc au CEPRA en particulier il y a une dizaine d'années, il était absolument persuadé que les ovnis n'existaient pas. Il était certain que c'était ce qu'on appelle un artefact, c'est-à-dire une illusion ou une série de montages, de supercheries, etc., mais que le fond du phénomène ne renvoyait à aucune réalité. Pourquoi il pensait ça ? Parce que, comme tous les scientifiques, comme c'est un scientifique, a priori, quand on lui parle de phénomènes comme ça qui n'ont aucune possibilité d'être reproduits, qui sont fugaces, qui relèvent malgré tout d'un bruit qui est très contesté dans la communauté scientifique, l'approche rationnelle a toujours eu tendance à rejeter ce type de phénomène. Eh bien, comme tous les scientifiques, il s'est dit, bien, a priori, j'en ai jamais vu, personne ne m'a jamais convaincu de l'existence de ce phénomène, donc ça n'existe pas. Et puis, il s'est lancé obligatoirement dans l'étude systématique d'un certain nombre de phénomènes de type spatiaux. Alors, qu'est-ce qu'on range dans les phénomènes de type spatiaux ? Essentiellement les chutes de météorites. Il faut quand même savoir qu'il y a près de 80 000 tonnes chaque année de matière spatiale extérieure, c'est-à-dire essentiellement des météorites, donc des chondrites carbonées, des choses comme ça, qui arrivent sur Terre dans l'atmosphère. Donc 80 000 tonnes qui sont étudiées notamment par le fameux CEPRA. Et puis il y a aussi les satellites artificiels. La station Mir a fait parler d'elle il y a peu de temps. Et ce sont des phénomènes qui sont également étudiés de manière systématique donc par le CEPRA. Et il y a une troisième catégorie de phénomènes qui, eux, sont totalement hors classe, et c'est ce qu'on appelle les objets volants non identifiés. Alors ces phénomènes-là, au départ, ils sont acheminés soit par des observations spontanées, soit par voie de gendarmerie, soit par pilotes militaires ou par d'autres observateurs, notamment les radaristes. Et ce qui se passe, c'est que au CEPRA, on classe chaque année pratiquement 2 à 3 000 observations de ce type. Et sur ces 2 ou 3 000 observations, c'est énorme. C'est énorme. Simplement, ce qui se passe, c'est que sur les 2 ou 3 000 observations, admettons qu'il y en ait 2 000 qui sont véritablement robustes et qu'on range dans les statistiques, sur ces 2 000 observations, il y a à peine 2 à 3% de cas qui résistent. Donc ça fait, disons, quelques dizaines de cas par an. C'est pas beaucoup, hein ? Non, mais quand évidemment, on cumule ces dizaines de cas par an sur une période longue, notamment sur 12 ans, comme ça a été le cas pour le patron du CEPRA, eh bien, on a maintenant 238 cas qui sont absolument incontestables, sur lesquels aucune lumière rationnelle n'a pu être faite, aucune explication autre que phénomène non identifié et non identifiable. À partir de là, évidemment, toutes les hypothèses sont permises. Et quand on pose la question à... Pourquoi ces 238 cas là ? Pourquoi les 238 cas là ? Pourquoi 238 Non, mais pourquoi ceux-là sont mis de côté ? Parce qu'il y a eu des preuves. Quel genre de preuves qu'on a ? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, là, il se passe quelque chose ? En fait, il y a des convergences. C'est-à-dire que, comme disait Grishka il y a un instant, une observation, c'est... Ah, donc c'est Igor, d'accord, ok, je le sais maintenant. En fait, des convergences, ça veut dire qu'il y a, par exemple, une double signature d'un phénomène. On peut reporter, c'est le cas par exemple de 90% des observations d'OVNI, les pilotes militaires ou civils font la relation de ce qu'ils ont vu, mais lorsque cet événement est confirmé au sol par un radariste et que cette trace radar est enregistrée, cette signature est enregistrée, évidemment, ça donne une consistance beaucoup plus précise au phénomène. Et lorsqu'on y rajoute en plus des témoignages qui sont des signatures de type
enregistrement vidéo ou photographique, Oui. et que les trois convergent, donc témoignage visuel, radar et enregistrement, alors à ce moment-là, évidemment, on a quelque chose d'incontestable. D'accord. Voilà. Antoine, Ouais. on va continuer sur ce sujet dans quelques instants. Tu vas pas bouger, on va faire une petite pause. Ouais, ok. Hein, on va fumer une clope, on va se rouler un joint, on va faire les cons, hein, on est jeunes, hein, Antoine. Ouais, ouais. Et on revient dans un instant avec toi, puis on aura Harry. Puis si vous voulez bien sûr poser des questions aux frères Bogdanov, ils sont là pendant la soirée sur Fun Radio. Toutes les questions que vous vous posez sur n'importe quoi, hein, sur quoi pas. J'ai un problème de pompe carbu. à vélo, moi. On va en parler. J'arrive plus à sortir de l'air, là, ça me fait chier. On va discuter, ils vont Je suis t'expliquer crevé, là. pourquoi. Ils vont t'expliquer cette histoire avec le trou noir, je Ouais, t'expliquerai. c'est ça, c'est un truc d'apesanteur, je sais pas C'est quoi. un siphon, c'est un problème de siphon du trou noir. Ouais, voilà. T'as une boule de pétanque, t'as un drap. Ouais, j'ai tout. Je t'explique un J'ai truc, tout dans le t'attaches un truc, je vais te faire un tour de magie, tu vas voir. Ne bougez pas, 0803 08 5000 si vous voulez les appeler, il y a nos malaises de ce côté-là. 0803 08 5000 si vous voulez leur parler, il y a nos malaises. Il y a beaucoup de monde, hein, donc prenez patience. Et puis si vous n'avez pas à joindre le standard, voilà, bah, il va falloir persévérer, vous finirez bien pour y arriver. Antoine, on termine avec toi. Antoine, on était donc en train de parler un petit peu donc des les extraterrestres, etc., etc. On était vu c'est un peu le côté médiatique et le côté un peu VSD, Roswell, etc. Mais cette question en amène une autre. On l'a évoqué au début, Igor et Grishka, c'est en dehors du côté humain ou les petits hommes gris ou verts, existe-t-il, on a parlé dernièrement, on a beaucoup parlé de la vie sur Mars. On a, alors là, pareil, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que sur certaines planètes, il y a eu la vie? D'une manière peut-être différente que la nôtre, mais... En fait, Ah bah faut allumer le micro, faut que tu rallumes ton micro. Hop, sur le rouge. ça, ouais. Voilà. C'est bon. En fait, lorsqu'on se pose la question de la vie, il faut commencer par se poser la question du site. C'est-à-dire qu'au fond, la vie ne peut pas apparaître comme ça. Elle a besoin d'un lieu pour se développer. Et ce lieu doit être caractérisé par un certain nombre d'équilibres entre plusieurs éléments. Par exemple, il faut de l'énergie. Le il faut- portable, il a les le portable businessmen. qui sort. Les businessmen. Ils lâchent pas, hein. C'est une soirée au... Non, c'est au Métropolis. Ça, ouais. Ouais. Et donc, en fait, il faut donc un lieu, il faut une planète, et il faut que cette planète soit à proximité d'une source d'énergie, c'est-à-dire d'un soleil. Bon. Mais en fait, il faut également un certain nombre de conditions, parce qu'il faut que cette planète ne soit ni trop grosse ni trop petite, parce que s'il est trop grosse, à ce moment-là, ça veut dire que son atmosphère ne sera pas une atmosphère suffisamment fluide Ah oui. pour permettre les échanges gazeux. S'il est trop petite, il n'y aura pas d'atmosphère parce que la gravitation n'aura pas su retenir l'atmosphère tout simplement, elle sera évaporée dans l'espace. Si le soleil est trop gros, à ce moment-là, il va brûler trop vite. D'accord. Et donc à ce moment-là, on n'a aucune chance de voir la vie apparaître parce qu'il faut du temps pour que Ah la ouais. vie se développe. Et s'il est trop petit, eh bien là non plus, il n'y aura pas assez d'énergie pour permettre à la vie d'éclore. Donc Bon, c'est compliqué quand même. c'est compliqué, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers est composé d'étoiles et de galaxies. Dans notre seule galaxie, il y a 250 milliards d'étoiles. 250 milliards d'étoiles. Ce qui veut dire qu'il y a un nombre incroyablement élevé de sites planétaires possibles autour desquels la vie a pu se développer. Parce qu'il y a 100 milliards de galaxies. 100 milliards de galaxies dans l'univers. Attends, alors 100 milliards de galaxies, sachant que chacune des galaxies peut contenir 250 milliards d'étoiles. Voilà, exactement, c'est ça le chiffre. Et Donc comment- c'est des comment- milliards de possibilités. Alors là, la question la plus bête, mais comment vous avez su, comment les gens ont pu savoir qu'il y a 100 milliards de galaxies? milliards. Comment Ah ben, ça c'est en On fait les voit, on les relativement ancien, c'est-à-dire que c'est une découverte qui a été faite en 1922 par le grand Hubble. Tout le monde a entendu parler de Hubble aujourd'hui, puisque c'est un télescope spatial. Ouais. Mais celui qui a été à l'origine évidemment de la découverte des galaxies, c'était un astrophysicien, un astronome américain du nom de Hubble, donc, qui en 1922 a été le premier à photographier, d'abord les observer, ensuite à photographier ce qu'on appelle une galaxie. Une galaxie, c'est quoi? C'est en fait un grand nuage qui est composé de milliards d'étoiles. Alors, dans la nôtre, il y en a pratiquement 300-350 milliards, on n'est pas tout à fait certain du chiffre, mais disons à une dizaine de milliards près, c'est à peu près ça. Non, on va pas chipoter. Hein. Non, je ne sais pas. Et Ah, donc, toutes ces étoiles sont rassemblées dans cette espèce d'immense disque Ouais. qui mesure à peu près pour la nôtre, d'un bout à l'autre, plus de 100 000 années-lumière de rayon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, toi Max, tu vas à l'extrémité, au pôle nord de la galaxie, par Maintenant exemple. là Maintenant. Ah, putain. C'est pour ça que tu es au pôle nord de la Je suis revenu galaxie. pour minuit. Hein. Ouais, exactement. Hop, tu Ouais. es au pôle nord de la galaxie, moi je suis au pôle sud. Ouais. Et comme évidemment que tu ne manques pas de lumière, tu vas me faire un signal. Hop, Ah. tu fais un signal. Ouais. Combien de temps est-ce que ça va prendre pour que je prenne conscience du fait que tu m'as fait un signal?
Ça dépend. S'il y a un réseau SFR, je t'appelle sur le portable, je te le dis. Eh ben, par exemple, supposons que tu m'appelles de ton portable. Ouais. Exactement. SFR. Voilà, eh bien en fait, Ça tu te- m'appelles du portable, Ouais. eh bien je vais le savoir, moi j'aurai le mien, il va sonner, Ouais. mais il ne sonnera que dans 100 000 ans en fait. Dans 100 000 ans. Donc si je te dis qu'il y a une grosse soirée, il faut pas que tu la rates parce qu'il y a des meufs d'enfer. Tu Exactement. seras dans 100 000 ans. Dans 100 000 ans. Ah, Dans c'est 100 le 000 bordel. Hein. T'auras pris un coup de vieux d'ici là. Alors, ce qui est terrible, Elles auront séché elles, dans le canapé. ce qui est quand même terrible, tu vois, c'est que par exemple, mais imaginons là maintenant, on parle de notre galaxie. Ouais. Bon, alors maintenant, tu vas faire quelque chose de très audacieux. Encore Tu, Ah, je suis crevé, tu vas moi. faire de mieux en mieux. Putain. Tu quittes notre galaxie, tu vas aller vers une autre Ah mais galaxie. ça j'ai déjà quitté il y a longtemps. Hein. Il y a longtemps. Tu peux leur dire, toute la C'est journée ils justement disent que je suis dans la lune alors. C'est pour ça que je m'adresse à toi, parce que Ouais. je sais que tu as déjà plein d'expériences. Ouais. Imagine maintenant que tu ailles sur notre voisine immédiate qu'on appelle Andromède, la galaxie Ouais. d'Andromède. Portable. Ouais, toujours. Hein, portable. Ça, SFR, ils vont être contents, ils vont savoir qu'ils captent aussi loin que ça, je peux te dire qu'ils vont être contents. Si avec ça j'ai pas un portable. Portable. Et hop, tu m'appelles. Ouais. Combien de temps est-ce que je vais attendre? Alors là, tu vas attendre, je sais pas, Antoine. Combien, Voilà. 5 secondes. combien 5 secondes. Non. Alors Antoine, Non, moi je dirais Non, sois concentré, là. 100 milliards d'années. 200 000. Mais non, mais là, Max, il dit n'importe quoi. Ouais. Bah oui, je suis payé pour ça. Hein. Au prix on me paye, on me Non, demande de... réfléchis. Alors, Au attends. départ, on dit donc d'un bout à l'autre de la galaxie, 100 000 ans. 100 000 ans. 100 000 ans. Maintenant, tu quittes notre galaxie et Et on va vers la voisine. on va vers la voisine. La voisine n'est pas si loin que Andromède. ça. Ouais. Hein, mais elle n'est pas tout près non plus. Ouais. Bon, allez, je te mets sur la voie. C'est, disons, 20 millions. fois, c'est 20 fois plus loin. 2 200 000 années. Donc, moi, je vais attendre pendant 2 millions, disons 2 200 000. millions et demi pratiquement d'années. Ah ouais. Avant d'avoir effectivement la sonnerie. C'est fameux, t'as numéro de téléphone où je te dis qu'il ne sera pas raté avec des meufs d'enfer. Exactement, ouais. Tu te rends compte un Exactement. peu le bordel, Antoine? Ben, ce qui veut dire en fait. Et alors, attends, parce qu'il faut poser une autre question à Antoine. Antoine, Ouais. là, on vient de parler de la vitesse de la lumière. Ouais, Ça ouais. voyage très très vite la lumière. Hein. C'est-à-dire que le signal, par exemple, Du portable. du portable, Hmm. quand il est porté par, disons, un rayon lumineux, Hmm. il fait 7 fois le tour de la Terre, 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Hein. C'est énorme. C'est 300 000 km à la seconde. C'est énorme. Ah ouais. Donc si par exemple, tu m'as dit tout à l'heure, Max, que tu étais sur la Lune. D'accord. Imaginons que tu m'appelles du portable. Encore De putain. nouveau. Ah merde, ça Tu me coûte m'appelles- cher, eh oh. Ça coûte cher, mais alors, Ah tu vois, ouais, ça vaut la peine. Moi j'ai pris un forfait 3 heures. Hein. Moi je vais le savoir, attends. Si tu m'appelles de la Lune, Ouais, ouais, attends, oui, là, c'est possible. Ça. combien de temps? Alors Antoine, je te donne la réponse, 1 seconde. Ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est 1 seconde. C'est pas beaucoup, hein? Une seconde. Ouais, De la 1 Lune. seconde. Bon, Ah ouais. là, SFR s'y retrouve. Et puis alors, supposons maintenant que, Max, tu vas par exemple sur Pluton, la dernière planète du système solaire. Là, je vais le savoir, disons, quelques heures après, 5 heures après. Ah ouais, C'est pas encore... Non, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Non, ça va. T'as le temps de Maintenant, te changer, si- de te faire beau. Supposons Alpha du Centaure, Igor parlait tout à l'heure de la galaxie, donc avec énormément d'étoiles dans la galaxie. La plus proche étoile, le plus proche soleil s'appelle Alpha du Centaure. Max, portal, nanana, 4 ans. Je vais le savoir dans 4 ans. Ouais. Et s'il va au bout, c'est 100 000 ans. Et maintenant, s'il quitte la galaxie, c'est-à-dire ce qu'on appelle notre île d'étoiles, notre troupeau local, en quelque sorte, notre nuage à nous, s'il va dans l'autre nuage qu'on appelle Andromède, eh bien, moi je vais attendre pendant pratiquement 2,5 millions d'années. Ça fait long, hein. Et si on est dans C'est l'amas hallucinant. local, par exemple, ce qu'on appelle l'amas local de galaxies, c'est qu'il y a dans notre banlieue, on va dire galactique, il y a, quand on parle par exemple de films comme La Guerre des Étoiles, elle se situe dans ce qu'on appelle l'amas local des galaxies. C'est-à-dire que toute la saga de George Lucas a été imaginée à l'intérieur d'une banlieue galactique qu'on appelle l'amas local, qui représente à peu près une centaine de galaxies. Et donc il y a Andromède, et puis il y a la galaxie du Cocher, etc. Il y en a quelques-unes comme ça. Et quand on va à l'extrême bout de cet amas local, on trouve un grand amas qu'on appelle Orion. Eh bien là, il faudra attendre quand même beaucoup plus longtemps, parce qu'il faudra que j'attende au moins 200 millions d'années avant d'avoir la réponse. C'est dingue. Et après, après c'est le grand vide, et on trouve d'autres galaxies sur des milliards d'années-lumière. Des milliards d'années-lumière. Tu te rends compte, Antoine? Ouais, c'est clair. Ouais, voilà. Donc peut-être que Dark Vador existe. Et j'aurais une question. Ouais, vas-y vite, parce qu'après il y a du monde, hein. Il y a du people, hein. Vas-y. Est-ce qu'un jour on pourra quitter la Terre pour aller dans une autre galaxie, mais en pensant avec les voyages, même si on pouvait voyager à la vitesse de la lumière? Attends, déjà ils essaient d'installer un hôtel dans l'espace, alors tu croyais que c'est possible? Qui travaille là-dessus? Enfin là c'est un petit peu dans le... C'est beaucoup trop tôt dans l'histoire. Oui, bien sûr. De l'astronautique pour répondre. En fait, là, quitter notre galaxie, c'est absolument inconcevable aujourd'hui. Mais même quitter notre système solaire, c'est inconcevable. Ce qui est terrible, c'est que, imagine que tu t'embarques à bord de la navette spatiale.
Pour aller sur la Lune, il faudra à peine 15 heures. C'est pas beaucoup, hein. C'est un peu plus que le TGV. Ouais, c'est un peu plus que le TGV, mais c'est vrai que 15 heures c'est rien. Non, c'est rien, 15 C'est heures. rien, non c'est Va rien. vite, va vite. Pour aller sur la Lune. Maintenant, pour aller sur Mars, Tu peux rappeler la distance qu'il y a entre la Terre et la Lune? Moi je le sais, mais c'est... exactement, 300 000 kilomètres. exactement 300 000 kilomètres. 300 000 kilomètres, hein, Tu c'est m'en mets voilà, la bouche, voilà. 300 000. Voilà, exactement. selon qu'on est plus ou moins loin. Mais enfin, Ouais, non, c'est ça dépend d'où on 300 000. part. Hein. Toi, tu Ça pars de dépend. où? Toi, de Roissy? Ouais, c'est ça. Si tu pars de Lille, c'est peut-être différent, mais parlant de Roissy. Ouais. Donc, imagine maintenant qu'avec la navette spatiale, tu vas y aller sur Mars. Là, ça sera un petit peu plus long, ça prendra à peu près 6 mois. 6 mois de voyage à une vitesse qui est quand même déjà de l'ordre de plus de 100 000 km à l'heure. Et imagine que tu vas y aller sur la dernière planète dont j'ai parlé tout à l'heure, sur Pluton, toujours avec la navette spatiale. Tu sais combien de temps tu vas mettre, Antoine, dis un chiffre. Antoine? Je sais pas, 2 ans et demi. Ah, c'est plus long que ça. Non, je encore. dirais 10 ans. C'est un peu plus lent, mais tu es exactement dans la, Ouais, bah. dans la bonne... ouais, bah voilà. J'ai taffé, Bravo, hein, bravo. je t'ai préparé un dossier, alors j'ai taffé, hein. Quoi? Bon. Oh, ils ont taffé. D'accord. On mettra une trentaine d'années. Ouais, C'est quand même... mais c'est quand même beaucoup déjà, hein, 30 ans, parce que c'est 30 ans aller, 30 ans retour. Hein, 60 ans, il faut, Ah ouais, t'as il faut intérêt. assumer. Ouais, t'as intérêt à amener de quoi bouffer parce que. Exactement. Hein? Donc, 15 heures pour aller sur la Ouais, non, ça Lune vaut pas le coup. et 30 ans pour aller... Non, ça, Ça vaut pas le coup, le mec et tout. Et maintenant, si tu veux aller toujours avec ta... C'est là où on est piégé, vraiment piégé dans le système solaire. Si tu prends la navette spatiale Discovery, par exemple, et que tu veux aller sur Alpha du Centaure, dont je parlais tout à l'heure, eh bien, c'est plus 30 ans dont il s'agira, évidemment. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça, puisqu'il faudra 80 000 ans. 80 000 ans. Alors, à 80 000 ans, évidemment, c'est quand même un défi qui Oui, ça c'est. absolument... Ouais, je crois, ça- hors de tu te portée, rencontres hein. un peu, Antoine? Ouais, c'est clair. Hein? peut s'hiberner. Enfin, faut être hiberné. Ouais. Ouais, il faut faire ça éventuellement, Antoine. Hein. Tu fais comme De Funès en Hibernatus et puis voilà. Non, c'est vrai que c'est trop. Mais bon, voilà. Ouais, c'est Antoine. tellement gigantesque. Ah ouais, non, mais là, on en prend plein la gueule. Hein. Antoine, on va s'arrêter là. Ouais, je suis là. Ouais, ben, je sais que t'es là, mais ça va, on va s'arrêter là. De toute façon, tu vas disparaître. Tu vas retourner dans le trou noir de France Télécom. Et je peux t'assurer que c'est un beau bordel aussi. Hein. D'accord? Hop, disparition. Harry, 17 ans de Paris, est avec nous. Bonsoir, Harry. Bonsoir. Ça va bien? Ouais, très bien. Alors là, on va devenir plus technique avec toi, Harry. Ah là, c'est très technique. Très technique. Donc parce que j'ai la question sous les yeux, donc je pense qu'on va être largué. Je vous le dis tout de suite. Il y en a 2 ou 3 qui nous écoutent, qui vont dans la pesanteur totale. On y va, Harry. Bah alors, j'aurais voulu demander aux frères Bogdanov quelle tombe était bien. leur théorie sur l'apparition des premières molécules organiques sur Terre. Bon bah moi déjà, je suis largué. Alors, c'est-à-dire, Alors, est-ce que vous pouvez, vous avez oui, ils ont un petit point de vue là-dessus. Moi aussi perso, mais moi je ne répondrai pas. je voulais savoir s'ils étaient plutôt d'accord. Enfin, il y a 2 hypothèses qui sont en compétition. Ah, vas-y. D'abord, savoir s'ils étaient d'accord avec l'hypothèse qui dit que les molécules organiques sont apparues suite à un éclair ou à des rayons UV, par exemple, à partir de molécules minérales. Ou bien s'ils sont plutôt d'accord avec l'hypothèse qui dit que les molécules organiques sont d'origine extraterrestre. Alors attends, avant d'y répondre, toi tu fais des études là-dessus, tu t'y intéresses toi Non, disons que je tire ça de mon programme de Terminal S. D'accord. Donc, mais non, sinon je suis pas du tout là-dedans. Mais c'est une question qui est soulevée dans les études de... Mais lors de ton programme, il donne ces 2 théories, Voilà, ces 2 exactement. possibilités. Ils ne disent Voilà. pas que laquelle Et ils des ne 2 disent pas paraît quelle la est plus. bonne. Donc j'aurais D'accord. voulu savoir quel est leur point de vue pour... Alors je sais pas s'il y a forcément une bonne et une mauvaise, mais Oui. on peut effectivement demander Il a Igor. raison, il Ouais. insiste. Oui, hein, effectivement, il y en a une bonne et une mauvaise. Attends, quel est ton prénom? c'est Harry. Harry. Voilà, écoute, en fait, tu fais référence à 2 théories. Il y en a une qui s'appelle la panspermie, qui est effectivement celle qui suppose ou laisse supposer que la vie est apparue sur Terre à la suite de spores, justement, qui ont essaimé dans l'espace, et qui sont venus féconder, entre guillemets, l'atmosphère primitive de la Terre. Et puis il y en a une autre qui énonce ou qui prédit que la vie est apparue à la suite du bombardement de toujours cette atmosphère primitive par les rayonnements du jeune soleil. Bon. Revenons quelques années en arrière. Enfin, quelques années, c'est... Ouais, c'est une façon de parler, on va revenir à combien? Vas-y, dis balance. Bon, on revient à peu près à 4 milliards 200 millions d'années dans le passé. Allez, banco. Voilà, 4,2. À Allez. ce moment-là, l'atmosphère de la Terre n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que si toi, Max, Oui. tu te promenais sur... Vous allez me saouler tous les 2, vous allez me vider. Max, Je commence déjà à Colonie. transpirer, j'en peux plus moi. Alors qu'est-ce Non, que mais je fais encore? tu sais que tu es un modèle d'expérience absolument... Oui, je sais, ouais. Très beau modèle. Je vous réinviterai pas, je vous le dis tout de suite. Hein. Dis-moi, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Bon, on va te projeter 4 milliards 200 millions d'années dans le passé Allez. de cette Terre. Écoute, on est dans ce studio-là. Allez, on y est, Maintenant, d'accord. figure-toi que tout ça, ça disparaît et que nous sommes
sommes dans la Merde. Terre primitive. Il y a plus fun. Oh la merde. Ah, rien n'existe à ce moment-là. J'ai plus de fiche de paie, j'ai plus rien. Ah, plus rien. Putain le bordel. Mais t'en as pas besoin là-bas. Mon Mais t'en 13e as mois. besoin. Vous me gardez mon 13e mois moi. D'accord, ok, bon, il y a pas rien. Plus de fun. Problème, c'est que, enfin, il y a quelques-uns, entre autres. Hein. Ouais. Le problème, c'est que dès que tu vas tenter de respirer, tu vas te dire, enfin, c'est épouvantable. L'air est irrespirable. D'accord. L'air est irrespirable parce qu'il est, en fait, c'est un mélange de méthane, de gaz carbonique, il y a de l'anhydride sulfureux, enfin, il y a L'hydrogène, de l'ammoniac. l'ammoniac. Donc, il y a tout un tas de substances qui sont absolument impropres à... Sif ammoniacal. Sif ammoniacal. Et autres. Encore que, peut-être pour Max, on sait pas. Peut-être que tu as un métabolisme qui te permet de résister à ce genre de choses. Ah ouais, Ouais, c'est possible. faudrait voir. Faut étudier le bordel, ouais, c'est possible. Bref, dans cette atmosphère-là, il y a un certain nombre donc de molécules qui sont des molécules non organiques, mais qui sont soumises au bombardement intense du jeune Soleil, qui a il a à peu près 800 millions d'années de vie derrière lui. Bon, Il un est gamin. très très énergétique à ce gamin, mais il est moment-là. très C'est un énergétique. gamin quoi là. Il n'arrête pas de bombarder la Terre. Un petit puceau. Or, c'est un puceau. Un puceau, c'est Mais un un petit. puceau qui est très fougueux. Hein. Ouais, 800 millions d'années, mais il est puceau. D'accord. Et alors, ce qui se passe, c'est que on a reconstitué l'atmosphère primitive de la Terre. Et Harry, ça c'est important, ça. Oui, j'écoute. Parce que, en réalité, ça permet de comprendre comment la vie a démarré sur Terre. Mm. Il existe une expérience qui est très connue L'expérience aujourd'hui, de Miller. qui est la fameuse expérience de Miller, tu la connais. Oui. Donc, je la cite comme ça rapidement Ouais, pour ouais, mémoire ouais. pour les autres. Moi j'ai un trou de mémoire là. La fameuse expérience de Miller, nous l'avons faite. Et on a Ouais, vu, on l'a vu essayé, exactement comment ça se passe. Ben On oui, l'a fait. On l'a fait. Mais tu étais avec nous. On était ensemble. J'étais là, j'étais discret, mais j'étais là. J'étais là. Mais Eh bien, rappelle-la quand même. Parce Qu'est-ce que qu'on a fait? On rappelle très rapidement ce que c'est. on a En 2 fait, minutes avant de faire la pause. alors très rapidement, on a pris un ballon de verre et on a reconstitué l'atmosphère primitive qui régnait sur Terre il y a 4 milliards 200 millions d'années. Donc, dans ce mélange gazeux, on a fait passer à travers ce mélange des rayonnements qui étaient semblables à celui émis par le Soleil de l'époque. D'accord. Ce qui est très curieux, c'est qu'au bout de quelques jours à peine, on a vu apparaître sur les parois du ballon un précipité brunâtre qui contenait qui était composé d'acides aminés, Ah c'est-à-dire oui. tout C'est la simplement base de l'ADN en plus. Voilà, exactement. Donc ça veut dire que Des briques, en fait, Les qui briques vont fondamentales. permettre de fabriquer l'ADN. Voilà. Voilà, qui permettent de fabriquer l'ADN. Ça veut dire que, sous certaines conditions, la vie ne demande qu'à apparaître. Et c'est ainsi que le scénario le plus probable prédit que la vie est apparue sur Terre il y a donc 4 milliards d'années après. Alors, Voilà. en Sous fait, cette forme-là. pour compléter ce que vient de dire Igor, 1 minute. on Non. peut dire une chose, c'est que les deux théories aujourd'hui sont pratiquement Au coude à coude. fusionnées, au coude à coude, mais fusionnent chez la plupart des biologistes. Oui. Parce que les biologistes disent c'est probablement un mélange des deux qui s'est produit. Il y a vraisemblablement, évidemment, toutes les conditions dont Igor parlait sur la Terre primitive, avec le jeune soleil qui bombarde, qui féconde donc en un certain sens ce milieu prébiotique, et qui engendre les premières molécules à partir desquelles vont se développer les macromolécules qui elles-mêmes vont engendrer effectivement les ADN. Mais d'un autre côté, on pense que dans les 80 000 tonnes qui arrivent, cette matière extraterrestre qui arrive chaque année sur Terre, à l'époque c'était un petit peu plus, c'était à peu près 100 000 tonnes chaque 30 secondes. Hein. C'est hein, ça, chaque partir la année, pub. eh bien effectivement, il y a probablement des molécules prébiotiques, donc qui venaient d'ailleurs. Harry, tu vas pas bouger. Oui. On va revenir, hein, d'accord. Igor et Grishka ne bougent pas. Mickaël ne va pas bouger de Marseille également. On a Gabriel de Marseille aussi, donc beaucoup de gens du Sud. Trou noir, on a parlé des galaxies, de l'univers, etc., etc. Toujours avec Igor et Grishka Bogdanov qui sont là encore une petite partie de la soirée. Après ils vont faire la fête, ça va être champagne et compagnie. Hein, on va s'éclater comme des fous. Fun. Hein, ça va être fun. Ça va très bien joué. Mickaël, 22 ans de Marseille avec nous. Bonsoir Mickaël. Max, bonsoir Igor, bonsoir Grishka. Bonsoir. Bonsoir. Grishka, hein, pas Grishkan. Hein. Igor et Grishka. Hein. Grishka. Ouais, si tu veux. Bon, laisse tomber. Comme dirait l'autre, laisse tomber, ça va rebondir. Vas-y, Mickaël. D'abord, je voulais dire un mot sur la recherche de vie extraterrestre pour tous les auditeurs qui sont intéressés. Je veux dire qu'il y a un projet aux États-Unis de recherche de vie extraterrestre qui s'appelle le projet SETI. C'est quoi ça, le brochet SETI? Search En for... fait, c'est des grosses antennes qui cherchent à détecter des signaux de vie intelligente provenant d'autres planètes. Il y avait pas ça en Belgique d'ailleurs aussi? Il n'y avait pas une étude comme ça qui a été... En fait, dont on a- c'est un projet qui est mondial parce que, en fait, même en France, il y avait donc ici à annoncer des radiotélescopes qui étaient donc braqués vers le ciel pour écouter d'éventuels messages intelligents en provenance d'une civilisation qui signalerait donc une vie Sous forme de intelligente. quoi alors? Sous forme de quoi? De son? Enfin, c'est comment? C'est des ondes? Ben, On sait pas. On suppose que si une civilisation est intelligente, elle émet.
Exactement comme toi, tu es. Ah non, vous allez me lâcher maintenant. Vous prenez le petit gros là, avec la casquette là. Ça s'appelle Manu. Allez-t-il, s'il vous plaît, bonsoir. Faites-le maigrir, envoyez-le dans l'espace en apesanteur. Allez, banco. Bon alors, ouais. Non mais On sait pas. les ondes dont on a parlé tout à l'heure, donc les ondes radio voyagent à la vitesse de 300 000 km à la seconde. Bon. Admettons que dans 4 ans, dans 10 ans, c'est-à-dire dans un rayon entre 4 et 10 années-lumière, l'émission que nous sommes en train de faire ce soir soit perçue par des gens qui sont à l'écoute, par d'autres êtres qui seraient à l'écoute quelque part dans Sur la l'univers, bonne fréquence. Sur la bonne fréquence. Ah, j'espère, À ce moment-là, je connais pas. à ce moment-là, Max, tu deviens célèbre dans une partie de la galaxie. Oh putain. Ah mais oui. Ça se trouve, je fais 4 milliards d'auditeurs au quart d'heure, Et voilà. Mickaël, Mais et tu le sais personne ne pas, le sait. Je sais pas, mais Non, mais tu c'est sais vrai, pas, mais c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire, Mickaël, tu te rends compte? Ouais, Je suis une star partout. 4 milliards, c'est Hein pas mal. Hein. Ah, ça le fait. Donc ça, on sait pas. Donc on